Boualem Sansal est élu à l'Académie française. Il symbolise la liberté d'expression, mais aussi l'indépendance d'esprit. Il est un romancier, un intellectuel qui a eu le courage de ses opinions. Il a passé une année dans les geôles du président Tebboune parce qu'il avait déclaré que le Sahara occidental était marocain et non algérien. L'Académie répare une faute. Au printemps 2025, 6 mois après son arrestation, prisonnier de l'Algérie, elle avait rejeté la proposition de Jean-Christophe Rufin qui souhaitait que Boualem Sansal devint immortel. Hier, 25 voix sur 26. Je voudrais connaître celui ou celle qui n'a pas voté. Hier, 25 voix sur 26 sont allées à ce grand Français qui alerte dans ses écrits sur les dangers du communautarisme et sur le péril de l'islamisme. Bruno Retailleau a trouvé les mots justes pour saluer son entrée sous la coupole. Il a salué le talent et le courage. Avec lui, d'autres personnalités à droite se sont félicitées. Hélas, à gauche, ni Raphaël Glucksmann, ni François Hollande, ni personne n'ont jugé utile d'écrire quelques mots à la gloire d'un écrivain martyr que la France a honoré hier. Emmanuel Macron, d'ailleurs, pour le moment, n'a toujours rien dit. Il est vrai que durant son emprisonnement, les soutiens étaient inexistants à gauche, ou plutôt si, ils existaient pour applaudir le régime algérien. Boualem Sansal est élu au fauteuil numéro 3, celui de Georges Clémenceau, de Marguerite Yourcenar et de Jean-Denis Bredin, auquel il succède. Ce 29 janvier est un grand jour et nous aurons une pensée bien sûr particulière pour Christophe Glaise, toujours injustement retenu comme otage dans une prison algérienne. Bonjour à Rachel Kahn qui est avec nous. On attend Eugénie Bastier parce que le RER, je crois, a des petits soucis ce matin. Il est bloqué. Notre ami Georges Fenech est là. C'est son dernier jour de liberté. Ou pas ou parce que demain, il convole. Je souris, car c'est un grand jour, bien évidemment, que le mariage. Et le mariage n'est pas une prison. C'est une liberté. C'est une liberté, bien évidemment. Et puis, notre ami Thomas Bonnet. Bon, on va parler dans une seconde des travaux de la Commission sur l'audiovisuel public, parce que vraiment, je vous en parle tous les jours. Mais ce qui se dit est formidable, parce qu'en fait, il ne se dit pas grand-chose, puisque les gens ne veulent pas répondre aux questions que Charles Aloncle pose. Mais c'est vrai que Boualem Sansal, c'est un grand Français. L'époque est sotte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix à gauche. Il n'y a pas une voix à gauche qui dit bravo, quoi. Je vous assure, André Valigny, moi je me tourne vers vous naturellement, mais il n'y a pas une voix à gauche. François Hollande a été président de la République. Les académiciens sont sous sa protection et il n'a pas trouvé utile de saluer l'arrivée de Boualem Sansal. Oui, je suis surpris de ce silence. Est-ce que ça va se passer aujourd'hui ? Est-ce que le président lui-même, Macron... Alors le président, c'est un décalage, j'imagine, qu'il va tweeter ces prochaines minutes. Bon, là, c'est vrai qu'il n'a pas... Mais parfois, il a un petit peu de retard. C'est comme Joyeux Noël, il l'avait mis quelques heures plus tard. Ah oui. Ça peut arriver de temps en temps, mais peu importe, il se félicite. Il n'y a pas de... J'espère que la gauche... Même pas d'ambiguïté. Le président Macron, que la gauche, François Hollande et d'autres vont se réjouir de cette élection. Parce que, moi, il y a un double symbole dans cette élection, enfin une double signification. Il y a bien sûr le combattant de la liberté, qui dénonce les dérives du régime algérien, mais il y a aussi l'écrivain, le grand écrivain. Oui. Moi, je n'ai jamais rélu de Boualem Sansal, mais depuis hier, je lis tellement d'éloges sur ce qu'il a écrit, sur sa littérature, que je vais lire quelque chose de lui. Mais c'est un symbole, là, c'est le symbole qui entre à l'Académie. Bien sûr. Et c'est vraiment une bonne chose, et je vous dis, je trouve incroyable. Et puis on pense à Christophe Glaise, bien sûr. D'ailleurs, il y a eu une soirée hier soir en hommage à Christophe Glaise. On peut écouter d'ailleurs, je le dis à Marine Lançon, on peut écouter peut-être ses parents qui ont pris la parole. Mais là aussi, Christophe Glaise... On peut regretter, ses parents l'ont dit, que des grandes voix, je ne vais pas les citer, mais des grandes voix qui pourraient s'engager. Rencontrer aujourd'hui, par exemple. Oui, non, mais Ségolène Royal, vous vous rendez compte, tu es en prison et tu rencontres Ségolène Royal. C'est notre ami Geoffroy Lejeune qui disait ça hier, avec un poil d'ironie. Mais ce qu'on pourrait aimer, il y a des gens qui s'engagent dans la vie. Zola, il s'est engagé. Il y a un siècle. Là, je ne veux pas citer de noms. Vous savez très bien les noms auxquels je pense, qui ont du poids sur l'Algérie. Ils pourraient prendre la parole et dire « Libérez Christophe Glaise ». Où sont-elles, ces grandes voix ? Mais écoutez les parents de Christophe Glaise, qui ont pris la parole hier. On garde espoir, on est très optimiste.
Vous savez que j'ai envoyé au président Tebboune une lettre de demande de grâce le 10 décembre dernier. Nous savons qu'elle est bien arrivée et donc nous espérons qu'il va pouvoir accéder à ma demande, un geste d'humanité qui serait formidable. Et notre conviction la plus profonde, c'est qu'il faut qu'on se respecte mutuellement. Parce qu'il y a un tas, je pense, de désaccords qui pourraient vraiment s'arranger assez rapidement si chacun mettait la bonne volonté. Mais surtout, notre attitude, nous la famille, c'est un respect de l'Algérie et on demande à tous ceux qui veulent nous aider de respecter l'Algérie. Bon, j'entends ce que dit M. Glaise, mais convenons que c'est le régime qui entretient avec la France une relation qui n'est pas pacifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui a dans son hymne d'ailleurs des paroles contre la France. Donc c'est pas du fait de la France. Plus de relations, on n'a même pas d'ambassadeur. Bon, en tout cas, on peut regretter que sur Boualem-Sansal, Rachel Kahn, les voix ne... Non mais exactement, et surtout que le symbole aussi, c'est que la langue française n'est pas morte, que la langue française est toujours courageuse. C'est ça que dit Boualem-Sansal. Aujourd'hui, où la parole politique est vide, où les mots sont changés, là nous avons un auteur, un écrivain qui est vivant et qui est consacré, et normalement tout le monde devrait se lever, on n'aurait pas dû attendre. Après la question, c'est pourquoi on peut interroger les raisons pour lesquelles une partie, voire même l'intégralité de la gauche à ce stade, ne réagit pas à cette décision de cette élection de Boualem-Sansal. Alors c'est le courage, ou il y a aussi des raisons, à mon avis, qui sont bassement électorales. Mais je crois que c'est terrifiant. Mais vous avez évidemment raison. Alors, je vous parle de la commission, des travaux de la commission sur l'audiovisuel public, et je vous en parle tous les jours. Alors, hier, il n'y avait pas d'audition, mais il y en avait une mercredi. Et puis, on n'a pas pu tout passer, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait passer. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous sommes d'accord. Bon, ça coûte 4 milliards. C'est le nerf de la guerre. Bon, et là, c'est silence radio. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas donner leur salaire et ne veulent pas dire combien les émissions coûtent. Charles Aloncle, on sait son salaire, c'est de l'argent public. Il est député. Alors on va écouter Madame Plenet qui est interrogée sur sa rémunération. Et alors, la rémunération, on en parlait hier. Eugénie Bastier, entrez. Mais oui, mais c'est la vie, Eugénie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, écoutez, vous êtes une jeune femme, vous travaillez, vous avez 3 enfants, vous les avez levés ce matin, vous leur avez fait sans doute le petit déjeuner. Oui. Bon, à quelle heure vous êtes levés? 6h30. Bon, voilà. À quelle heure ils se sont levés, les enfants? 7h. Bon, ben voilà. Non, mais surtout, j'ai eu un problème dans le RER, 20 minutes. Eh ben oui, c'est vous qui faites tout. C'est la vie, mais c'est tous les jours. Bah oui. Mais je croyais que vous rouliez à vélo. Oui, mais je prends mon vélo dans le RER et ensuite je pédale jusqu'ici. Multimodal. Ah. Mais c'est là ce matin. Voilà, j'ai pareil que moi. Bon, c'est triste, c'est un suicide, mais c'est tous les jours, ça le problème. C'est qu'il y a tous les jours un problème, que ce soit d'électricité, de... Voilà, la vie des Parisiens. La vie des banlieusards. La vie des... Bon, là, oui, vous êtes proche quand même. Oui, bon, quand même la banlieue. Bon, en tout cas, soyez... Alors, donc, vous avez manqué la chronique d'Europe 1. Désolée, oui. C'était quoi? Quel était le thème de votre chronique Je voulais parler de l'Iran, justement. Bah, vous pourrez en parler. Ouais. On va récupérer un peu cette chronique de l'Iran. Bon, soyez la bienvenue, en tout cas, et vous êtes essoufflé, mais c'est la vie. Donc, je parle des travaux de la commission de l'audiovisuel public, et écoutons donc Madame Plenet qui refuse, parce que je trouve ça incroyable quand même, c'est de l'argent public. Et les mêmes qui font des émissions avec Élise Lucet, en courant dans les couloirs avec une caméra, pour demander aux gens combien vous gagnez, c'est de l'argent public, dites-nous tout. Alors là, quand ils sont interrogés, c'est les colonels dans Z, j'ai toujours cette image depuis des semaines. Mais pourquoi nous? Pourquoi c'est nous qui interrogeons? C'est nous qui interrogeons, c'est pas vous. Alors écoutez, Madame Plenet. Nous n'y répondons pas parce que, d'abord, vous avez accès à nos salaires, vous les connaissez. Cette audition est publique et on estime qu'on n'a pas publiquement à dévoiler nos salaires à partir, encore une fois, du moment où ces informations sont en votre possession. On a beau être rémunéré par de l'argent public, nous ne sommes pas élus de la République. Et je voulais préciser, s'agissant
des inégalités salariales supposées qui pourraient exister à France Télé, que chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle, on repeigne avec la direction des ressources humaines les salaires et la rémunération de chaque collaborateur dans un exercice qui est somme toute assez fastidieux mais nécessaire, et qu'à cette occasion, on veille s'il y a des gens qui effectivement ont des salaires en dessous de la médiane, à rectifier et à corriger les écarts qui pourraient exister. Bon, Madame Plenay répond pas à la question et répond à côté. Deuxième question posée à Madame Plenay. Il y a une jeune femme qui s'appelle Lynn Landau. Elle est journaliste spécialisée dans le fact-checking sur France Info et France 5. Elle a été tête d'affiche d'une réunion politique de la France Insoumise, organisée le 13 novembre à Toulouse, aux côtés du député LFI François Piquemal. Vous imaginez un journaliste allant avec Jordan Bardella ou une tête d'affiche du Rassemblement national pour animer une réunion politique. Vous imaginez le scandale que ce serait? Elle serait évidemment virée. Donc, on demande à Madame Plenay, qui est directrice, quelle est la sanction? Quelle est la sanction? Bon, eh bien, elle ne répond encore pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de sanction. Elle a été privée de dessert à la cantine de France 2. Écoutez, Madame Plenay. Tout collaborateur à France Télé, lorsqu'il désire s'exprimer à l'extérieur, donner des cours en école de journalisme, participer à une conférence, doit en faire la demande auprès de la direction de l'info et du comité en charge. Lynn Landau ne l'a pas fait. Elle l'a reconnu, elle n'avait pas à participer à cet événement et encore moins sans nous en avoir averti et sans en avoir fait la déclaration. Il y a donc eu sanction. Je n'ai pas, monsieur le rapporteur, à préciser la nature de la sanction. Je me contenterai de vous dire qu'il y a eu sanction. Donc, on ne donne pas dans la transparence, mais pourquoi elle ne veut pas dire la sanction? Parce que ça ferait tellement rire. Sans doute la sanction qu'elle a eue, ça serait tellement dérisoire qu'elle-même a honte. Elle a honte de le dire. C'est quand même un peu... Eugénie Bastier. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est en charge du fact-checking. Donc, c'est une militante en charge du fact-checking, c'est-à-dire de vérifier l'information de façon neutre et objective. C'est quand même un comble. Et en plus, c'est une dame qui passe son temps à expliquer que nous sommes tous racistes envers les Asiatiques, inconsciemment. Et donc, elle donne des leçons de morale. Effectivement, il y a peu de sanctions. Alors, mais je dois quand même noter qu'il y a eu quand même... Les choses ont bougé à l'intérieur de notamment France Télévisions, puisque vous savez que, par exemple, l'équipe de Slash TV, qui était une plateforme destinée aux jeunes complètement woke, payée par nos impôts, a été changée. Ils ont fait venir des gens de brut parce qu'ils ont compris que voilà, il fallait faire bouger, que c'était inadmissible. Uniquement parce que nous soulignons... Par exemple, Madame Plenay, vous ne l'entendez nulle part. Il n'y a que nous qui en parlons. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est 4 milliards. Donc c'est un sujet extrêmement important. L'argent des Français, comment il est distribué? C'est même pas le service public que je remets en cause. C'est comment est utilisé cet argent. Plus le trou financier. Je veux la neutralité. Bon, mais personne n'en parle. C'est silence radio. Et vous avez une dame qui ne répond avec une question. Troisième passage, on l'écoutera dans une seconde, mais Patrick Sébastien, lui, devait être entendu. Et puis finalement, il s'était remis au mois de mars, donc il a préféré prendre les devants et il sera chez Cyril Hanouna. Donc je fais la pub de Cyril Hanouna, mais c'est comment, c'est lundi, ça sera à 19h. Et Patrick Sébastien, écoutez-le parce qu'il a sans doute des choses à dire. Coucou les amis, je voudrais vous parler de la commission sur l'audiovisuel public. Dans cette commission, le rapporteur souhaitait que je sois auditionné, mais le président de la commission, avec un certain mépris, a dit que c'était pas le plus grand cabaret du monde. Je parie, s'imaginait peut-être que j'allais arriver en faisant tourner les serviettes. N'a pas souhaité m'auditionner. Et puis sous la pression médiatique, il a changé d'avis et j'ai appris que je serais peut-être auditionné, mais au mois de mars à la fin. Donc, moi, j'ai pas envie d'attendre parce que j'ai des choses à vous dire à vous, puisqu'il s'agit de votre argent, l'audiovisuel public. Donc, j'ai décidé d'aller lundi soir chez mon ami Cyril Hanouna pour vous dire tout ce que la commission, pour l'instant, n'a pas voulu entendre. Alors, j'ai lu à droite et à gauche que j'allais faire des révélations explosives. Je vous rassure, ça sera pas explosif. Juste, je pense qu'il y a des choses importantes à dire. J'ai passé suffisamment de temps sur l'audiovisuel public pour être à même de pouvoir parler. Donc, je vous donne rendez-vous lundi soir chez Cyril et je vous dirai tout ce que j'ai envie de vous dire et que la commission
l'opposition, pour l'instant, n'a pas souhaité entendre. Voilà, je vous embrasse. À lundi. Bon, on verra ce qu'il dit. Charles Aloncle, il fait vraiment bien son métier. Et il fait ce qu'on remarque, nous, c'est que parfois, on présente quelqu'un comme un spécialiste, et puis il n'est pas du tout spécialiste, c'est un militant. Donc Charles Aloncle, il va vérifier. Donc il y a quelqu'un, par exemple, parce qu'il faut l'expliquer aux téléspectateurs, parce que parfois il est piégé. Il y a une personne qui s'appelle Christophe Ventura, il est ancien membre du Parti de gauche, qui est l'ancêtre de LFI. Il est soutien public de Nicolas Maduro. Il s'est rendu au Venezuela en 2013 pour célébrer la victoire présidentielle. Il a été invité dans l'émission Vrai ou Faux, animée par Julien Pain sur France Info, où il a été présenté comme un simple spécialiste de l'Amérique latine. Mais ne vous trompez pas. Ces gens-là, ils savent très bien qui est M. Ventura. Mais ils ne le disent pas aux téléspectateurs. Ça s'appelle un mensonge. Ça s'appelle un mensonge. Bon, si nous on fait ça, je peux vous dire que... voilà, on sera sanctionné, etc. Une présentation d'autant plus problématique que cette émission revendique précisément une expertise en matière de lutte contre les fake news et les fact-checking. Donc elle est interrogée, Madame Plenel. Elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas qui est M. Ventura. Elle ne sait pas. Madame Plenel, directrice de l'information de France Télévisions. Nos règles sont très claires à France Télé. Tous nos intervenants en plateau, tous nos invités doivent être présentés correctement dans leur intégralité. S'ils ont un engagement politique, quel qu'il soit, ça doit être mentionné. Si ça n'a pas été le cas avec Monsieur Ventura, c'est effectivement une erreur, ce que je vérifierai. Je n'ai pas la certitude qu'on l'ait fait ou pas. Mais en tout cas, encore une fois, nos règles sont très claires. On doit présenter les engagements politiques de nos invités. Elle est même pas au courant. Elle est là pour le bruit de pas qui s'éloigne. Elle ne sert à rien. C'est formidable, hein. Je vous assure, mais c'est vraiment... Et ça, vous pouvez écouter ça en permanence. Donc, on ment aux gens, on leur raconte des salades, avec l'argent public, et les gens viennent devant notre commission et disent « Je suis pas au courant, je sais pas, je vais voir, je vais vérifier ». Écoutez, ou ils sont incompétents et qu'ils fassent autre chose, ou qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà. La question, c'est est-ce que tout cela... Eugénie Bastier. Est-ce que ce spectacle et ce dévoilement auront des conséquences? Moi, c'est ça sur lequel je m'interroge. Est-ce qu'il y aura derrière des choses, des propositions, des actions? Parce que là, effectivement, on apprend beaucoup de choses. Là, ils sont effectivement en train parfois de paniquer, en tout cas de changer. Mais quand le rideau va à nouveau être baissé, est-ce que tout va recommencer comme avant? Et puis finalement, terminé, il n'y a plus rien à voir. Les commentaires médiatiques, c'est pour discréditer, c'est pour s'attaquer à Charles Aloncle. Encore hier, j'ai entendu des personnalités politiques importantes. Alors attention, ou faire des papiers sur CNews. Ça, des papiers sur CNews, il y en a beaucoup. Qui doit pouvoir nous rassurer, c'est que celui qui tient la plume, on le sait, on a présidé des commissions d'enquête, c'est le rapporteur. C'est le rapporteur qui fera le rapport. Il fera le rapport. Alors, au bout du France Info. Au bout du rapport, il y aura... France Info TV. Ça coûte 40 millions d'euros. Il y aura des propositions. France Info TV, ça coûte 40 millions d'euros. C'est votre argent. Ça ne marche pas, c'est un désastre. Tous les matins, dernière chaîne de la télévision. Faudrait fermer France Info TV. Ou nous inviter. Comment? Ou nous inviter. Non, mais il faudrait fermer cette chaîne parce que elle ne marche pas. Elle n'a pas trouvé son public. Bon, elle n'a pas trouvé son public. Je n'y peux rien. Elle n'a pas trouvé son public. C'est-à-dire que dans un système privé, elle fermerait. Voilà. On a fermé C8 qui marchait. Qui avait un public, et France Info TV qui marche pas, qui vit avec l'argent public, continue. Bon, je vais vous donner par exemple, hier, entre 10h et 10h30, France Info TV, nous avons fait 572 000 téléspectateurs. France Info TV, hier, il y avait 87 000 personnes. 6 fois et demi moins, avec l'argent des Français. 87 000 personnes qui regardent France Info TV. Mais Madame Plenel a dit mission accomplie. Oh, c'est fort, elle est très contente. Écoutez, Madame Plenel, France Info, elle trouve ça très très bien. Qu'est-ce qu'elle prend ? Votre question me permet effectivement de faire un point sur les audiences de France Info TV. France Info TV que je dirige depuis mars dernier seulement et dont le budget depuis cette date est stable. Comme vous le savez, il y a eu un regroupement des chaînes info en juin dernier. Depuis le mois de juin, France Info TV, qui occupait le canal 27, occupe désormais le canal 16, avec depuis une progression de son audience en reach de 40%, puisqu'aujourd'hui, selon les semaines, ce sont 6 600 000 à 7 millions de téléspectateurs qui regardent France Info pour une part d'audience
qui aujourd'hui est au-dessus du point. Alors vous allez me dire, 1 point d'audience, est-ce suffisant? Moi, lorsque Delphine Ernotte m'a nommée à la tête de France Info TV, elle m'a demandé d'atteindre les 7 millions de téléspectateurs. Voilà, j'ai envie de dire mission accomplie. Mission accomplie. Avec l'argent des Français, mission accomplie. Personne ne regarde la chaîne et mission accomplie. Dans l'escroissance de l'État, c'est qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'après vous avez des postes, vous avez des gens qui travaillent, c'est impossible de licencier les gens, etc. Donc voilà, on a créé quelque chose. On l'a bien fait avec ces 8 ans. Oui, mais je parle de l'État, du public. Le public, c'est très compliqué parce que vous avez des gens qui se mettent en grève. Et voilà, donc on fait 4 fois plus que France Info tous les jours. 4 fois plus. Mais c'est de l'argent public. Cette chaîne, effectivement, n'a pas trouvé son public. Je n'y peux rien. Elle doit être sûrement formidable. Il se trouve que les gens ne la regardent pas. Je n'y peux rien. Et que c'est de l'argent public. On ferme. On n'a pas à payer une chaîne que personne ne regarde. Surtout qu'il y a déjà Public Sénat, bien sûr, LCP, qui sont des chaînes d'argent public. Bien sûr. On continue. J'ai une question technique. C'est très gênant. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que France Info TV, que je regarde de temps en temps, est la retransmission à l'image de la radio France Info? Non, ça, c'est pas du tout la même chose. Parce que France Info, ça marche très bien. Mais oui, mais c'est deux. Mais attendez, mes chers amis, on a de l'argent dans le public. C'est deux. C'est pas mutualisé. C'est pas mutualisé. C'est dommage. Mais oui, mais attendez, vous découvrez l'État. Mais on se beurre les tartines, monsieur. On y va, on se beurre les tartines avec votre argent. Et on se met des directeurs et des chauffeurs et bidules, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la gabegie. Il faut resserrer. Il faut resserrer 4 milliards. Si vous les comptes l'avaient dit. C'est 4 milliards. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et alors, visiblement, ça intéresse pas les journalistes de France. Vous l'avez relevé tout cela. 4 milliards.